La troisième voix la plus importante de Londres pour moi, c'est Borochrome. Tu vois, Ferdinand, mords-le bien le bijou pendant qu'il danse. C'est la grâce, le rythme, tous les secrets du monde. Il les a. L'âme des porcs aussi, tu vois, c'est tout divin. C'est pour ça, je te dis, que l'univers nous trahira. Il sait plus où se mettre, l'univers, puisqu'il danse avec bijou. Alors Borochrome, ça a été aussi intéressant, mais pour une autre raison, parce qu'en fait j'ai tout de suite, immédiatement, en découvrant le personnage, en fait, quand Céline le montre, entre guillemets, pour la première fois, il le voit, je crois, Ferdinand le voit avec Cantalou, il est monté sur une espèce de scène d'estrade, ou de, je ne sais plus exactement, de caisse, enfin bon, en train d'haranguer une foule, et donc tout de suite ça pose le personnage, en fait. On pourrait dire que c'est une espèce de Mélenchon, en fait, de tribun, d'harangueur de foule. Et donc, immédiatement, en fait, ça nous renseigne sur sa voix. Pour moi, la voix d'un tribun, c'est quoi? C'est la voix de quelqu'un qui a l'habitude de porter la voix, donc qui doit être assez forte, et en même temps, une voix éraillée. D'autant plus que c'est aussi un personnage qui est beaucoup dans l'excès, Borochrome. C'est quelqu'un qui boit beaucoup, c'est quelqu'un qui crie beaucoup, qui chante, qui bouffe beaucoup aussi, je crois. Il est aussi pas tout jeune, hein, parce qu'il me semble qu'il est... Enfin, moi, en tout cas, je l'imaginais soixantenaire, donc je voulais aussi qu'on sente un peu sa fatigue et sa faiblesse qui est liée à ses excès. Finalement, en quelque sorte, c'est quelqu'un qui est dans le drame permanent, Borochrome. C'est un tribun, en même temps une sorte de... Je sais pas comment dire, de pochetron dramatique, un peu presque une sorte de Charles Bukowski. Moi, je l'imaginais habillé un petit peu en clochard, mais avec, vous savez, les cheveux blancs lissés en arrière, ondulés, peut-être un peu soignés. Donc, il fait quand même attention à lui, mine de rien. Et donc, ça a donné cette voix. Et pour moi, la quatrième voix la plus importante dans Londres, c'est Eugen Beats. Vous pouvez venir, Ferdinand, si vous voulez. Ça vous fera du bien. J'ai 2 visites au loin vers Tabard Street. Ça vous fera prendre l'air. Pouvez-vous marcher jusque-là? Alors, comme on le voit, je voulais une voix assez fragile, assez cassante. Céline le présente un peu comme Borochrome est un archétype de l'extrême, du trop, toujours en train de brailler, en train de faire trop de trucs, en train de gueuler, en train de boire. Eugen Beats, c'est un archétype de la retenue plutôt. Donc grande retenue, peur, donc il faut quelqu'un qui garde sa voix en fait à l'intérieur. Il pousse jamais sa voix. Alors ça se justifie probablement par beaucoup de choses, par son histoire, on comprend qu'il est juif, donc il a peut-être été persécuté, par son caractère naturel, j'imagine que c'est peut-être aussi quelqu'un d'assez timide, il est dans la médecine, donc on suppose que c'est un bosseur, un bachoteur, peut-être qu'il s'est réfugié dans les livres, qui n'est pas non plus quelqu'un qui est excessivement extraverti. C'est aussi quelqu'un qui va vivre pendant le roman entouré de truands, hein, de macros, de dingos, de violents, etc. Donc naturellement, comme la force physique c'est pas son fort, il se fait tout petit. Et j'ai supposé aussi qu'il aurait peut-être une voix assez lasse. La voix de quelqu'un qui voit des êtres humains mourir presque chaque jour. On pense au passage dans le livre où il y a le petit Peter. Alors je me rappelle plus exactement si Eugen Beats le soigne ou si c'est seulement Ferdinand qui s'occupe de lui, mais enfin c'est un peu la même chose dans le sens où c'est des médecins, c'est des gens qui voient les gens mourir, et donc voir des enfants mourir a fortiori c'est encore plus difficile. Et donc d'une certaine façon c'est aussi un peu quelqu'un qui a vu peut-être trop de misère et trop de souffrance pour vraiment encore croire au bonheur. Foncièrement c'est quelqu'un qui devait avoir une voix gentille, en retenue, on sent qu'il ferait pas de mal à une mouche. Moi j'ai pensé à lui en pensant à une sorte de vieux bibliothécaire, toujours en redingote noire avec son sac de médicaments assez pâle. Ensuite, on a évidemment l'un des personnages qui a le plus de panache, même s'il arrive assez tard dans le récit, par sa force destructrice. En fait, c'est vraiment dans Londres le boulet de démolition, alias Julien Trégonnet, alias Mon cul. Lui... Clairement, la voix n'a pas été très difficile à trouver puisque, pardon à mes amis de Toulouse, du Sud, de Marseille et autres qui regardent cette vidéo, pardon pour ce cliché, pardon pour cette évidence dans ma tête, mais comme c'était un peu un gueulard, comme c'était quelqu'un qui passe son temps à parler fort, et naturellement, je lui ai donné ce petit accent. Je vais vous sonner la cloche. Et je vais vous sonner la cloche. Je suis dans la victoire, moi les gars. Je suis dans la victoire. Je vais vous sonner la cloche. Arrive ici, Mabel. Il veut que je te sonne la cloche.
Alors comme je le disais, c'est un personnage qui est foncièrement dans l'excès, qui casse tout, qui hurle, qui tape sur les femmes, tape sur les hommes, tape sur tout ce qui bouge. Et en même temps, il a un arc narratif assez intéressant, Trégonet, puisque au début, quand il arrive, c'est une espèce de grande gueule, justement, insupportable, qui passe son temps à, faire des blagues de cul, à rabaisser les autres et picoler. Ensuite, il tue Bijou, pardon pour le spoiler, mais je suppose que si vous regardez cette vidéo, vous avez lu le livre. Donc il tue Bijou, devient une espèce de pestiféré dont plus personne ne veut, dont tout le monde se moque. Et quand Alou lui dit maintenant tu dégages, tu vas vivre dans la rue, tu fermes ta gueule et tu fais profil bas. Et puis à la fin, il y a cette espèce de révolte où il est devenu Bijou pour camoufler le meurtre, mais il refuse. Toute une espèce de combat intérieur qui finalement l'amène vers sa fin, qui est comme le personnage ultra violente. On pense au dicton ces passions violentes auront des fins violentes. Ça résume exactement le personnage de mon cul. Mais en même temps aussi pleine de panache, quoi. C'est-à-dire qu'il meurt dans une fusillade en hurlant vive la France. Voilà. Donc un personnage particulièrement savoureux à dire. Alors dans les autres voix que j'ai aimé faire, il y a aussi Cool Lawrence Gift. Colonel Calmonil de la Silve, pardonnerez-vous au bachelier l'inconfort de sa précaire installation? À vous qui buvez salement l'eau des sources, les heaters de cet hôtel doivent apparaître telles qu'elles sont réellement et simplement monstrueuses. Lui, c'est une voix secondaire, un petit peu moins présente dans le livre, mais forcément pour moi c'était un énorme plaisir de le dire, puisque déjà je suis un petit peu anglophone, donc j'aimais bien réussir à traduire cet accent de l'anglais qui parle français, et donc finalement il devait avoir 3 caractéristiques dans sa voix, très anglais, très distingué et très fêtard. J'ai essayé d'appuyer pas mal cet accent, lui donner un côté un peu mielleux et en même temps assez déclamatif. Il a l'habitude de s'adresser à des foules, il est très riche, donc il aime bien faire pleuvoir l'argent comme ça, asseoir son statut. Et au final, ça me donnait l'occasion de faire ces voix qui sont justement pleines de panache. Les archétypes, c'est des choses qu'on peut pousser assez loin, assez fort, pour appuyer l'effet comique naturel du personnage. Moi, Cool Lawrence Gift, je l'ai imaginé assez grand, cheveux blonds, vénitiens, un peu bouclés, habillé de vêtements en soie, des foulards un peu colorés, des chaussures peut-être à talonnettes, toujours un verre de champagne à la main en train de dire « Santé !»